Éric Quentin, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Et bonne année. Merci également. Tous nos vœux 2024. Alors vous publiez aujourd'hui votre note de conjoncture sur à la fois l'état du marché immobilier, le bilan 2023, mais aussi les perspectives 2024. On va voir avec vous les ventes, les transactions, l'évolution des conditions d'emprunt, mais également un chantier important, c'est la rénovation énergétique qui impacte à la fois les locataires, les propriétaires bailleurs, et puis bien sûr, dans un troisième temps, nous parlerons de politique du logement et des propositions qui sont nombreuses de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors tout d'abord, les marchés plutôt immobiliers, l'activité, après des pics records de transactions, on était monté à 1 200 000 ventes en 2021. 2023, qu'est-ce que l'on peut dire? Ça a été l'année, en tout cas, de l'atterrissage pour les transactions. Alors 2023 était l'année de la baisse des volumes. On a perdu sensiblement 220 000 ventes, l'atterrissage au 31 décembre 2023 estimé à 875 000 ventes. C'est-à-dire c'est la plus grande décélération au volume depuis plus de 50 ans. Donc le choc est brutal, inattendu. Mais c'est un choc, une correction. Et notre vision est que cette poursuite de la décélération de nos transactions est actée et 2024 sera encore une baisse moins forte des volumes transactés. Tout ça pourquoi? Parce que, je dirais, on le sait tous, la hausse des taux d'intérêt a été un véritable détonateur, révélateur d'une crise annoncée qui aujourd'hui s'est matérialisée au travers de cette baisse des volumes. Alors voilà, c'est ce que l'on voit là sur le slide, les prévisions, puisqu'on n'a pas les chiffres officiels, les résultats définitifs, mais bon, autour de 875 000 ventes pour l'année 2023. Oui. Alors, on l'explique comment? Alors on explique comment? Parce que je dirais que la hausse des taux d'intérêt a été le détonateur, je dirais, d'un repli de la capacité d'emprunt des ménages et ont donné moins de pouvoir d'achat aux ménages, confrontés à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. C'est ce qui a réduit cette capacité et a écarté un grand nombre de ménages. Donc on a finalement généré un marché d'exception et on a exclu un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété qui sont restés locataires, bien évidemment. On a interrompu le parcours résidentiel. Alors on était bien évidemment sur des flux d'exception, il faut le reconnaître. On n'est pas sur un marché de normalité. Quand on atteint 1 200 000 ventes, on est sur un marché, je dirais, voire même qui est plus d'opportunités, d'anormalité que d'utilité. Oui. Voilà. Et c'est ça, et c'est l'analyse que l'on fait. On va revenir aux fondamentaux d'un marché d'équilibre. Et le marché d'équilibre, aujourd'hui, se situerait plus autour de 950 000 ventes, dès lors que les conditions économiques et de rattrapage de la capacité d'emprunt des ménages seront rétablies, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant les prix. Les prix, ça baisse, mais pas partout et pas au même rythme. Non, on a assisté à une baisse des prix là où ils avaient le plus augmenté. Paris, les 10 premières grandes villes de France, qui avaient le plus augmenté, aujourd'hui connaissent le reflux le plus fort. Et c'est assez révélateur, ces augmentations. Paris, moins 5,7 sous notre observation. Le top des 10 premières villes de France, moins 2,6. On est encore sur des baisses de prix qui sont encore limitées, qui ne compensent pas la perte de capacité d'emprunt des ménages. Mais France entière, sur un échantillon, je dirais, d'observation extrêmement large, on ne révèle qu'une augmentation moyenne, une diminution moyenne de 1%. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi des marchés qui affichent une santé. On voit de la résistance, notamment les stations balnéaires, les stations de ski notamment. Voilà, oui. Résilience, résistance, insolence, je ne sais pas quel est le qualificatif. Nice, par exemple, station balnéaire, 3% d'augmentation sur les prix. Les stations aussi, je dirais, de ski, hein, l'immobilier de montagne résiste bien. C'est-à-dire, là, partout où il y a des marchés et des acquéreurs qui sont moins contraints par le recours à l'emprunt. Donc, c'est-à-dire qui ont plus de facilité à accompagner un marché et qui se portent toujours demandeurs sur des produits qui intéressent aussi une classe de population qui est en capacité de le faire. Alors, en capacité de le faire justement, on va voir maintenant avec l'évolution des conditions d'emprunt. Donc les fameux taux de crédit, les taux d'intérêt qui sont passés rapidement, l'espace de 2 ans, de 1 à 4%. Ça a surpris la vitesse, l'accélération a un peu surpris tout le monde. C'est pas le niveau des taux qui est tellement inquiétant, c'est la rapidité, et la violence. Moi, en tant que professionnel, j'ai connu des taux à 18% en 1982 et on vendait quand même de l'immobilier. Donc même si y a des taux élevés, on vend toujours. C'est une question de réajustement. Mais le réajustement, il a été trop rapide.
Quand on faisait la simulation de 1 000 € remboursés sur 20 ans en janvier 2022, on nous prête 216 000 € et notre capacité d'emprunt est totalement, on nous prête plus que 162 000 €. Donc on réduit totalement un nombre de demandeurs, d'acheteurs potentiels éligibles au crédit, on les réduit et on écarte automatiquement une demande et les transactions en volume baissent naturellement. La grande question, c'est de restaurer la capacité d'achat des ménages français et notamment, eh bien, il y a une première corrélation, il faudra une baisse des prix qui est inévitable pour compenser cette perte d'achat. Alors justement, on a vu l'évolution des ventes, des transactions. 2023, on a vu l'évolution des prix. On voit les conditions d'emprunt. Quelles sont maintenant, pour la FNAIM, les perspectives sur ces marchés de l'immobilier 2024? Alors on a fait une simulation par rapport au taux de rotation du parc. Se rapprocher la crise de 2008, la crise des subprimes, on a finalement mis en évidence le taux de rotation du parc. Et aujourd'hui, notre projection, l'atterrissage, en fin 2024, sera de 800 000 ventes. On va continuer à voir des volumes baisser. 875 000 estimés à fin 2023, 800 000 à fin 2024, et on peut être encore en deçà. Parce que la décélération des transactions en volume s'accélère sur les derniers mois. Donc elle va se poursuivre. Et il faudrait, bien évidemment, un correctif pour stopper cette décélération. Mais on va arriver très vraisemblablement, je dirais, à un taux de rotation du parc, c'est-à-dire le nombre de transactions rapportées au parc total, de 2,1%, voire 2%, comparativement aux périodes précédentes. Et on le voit sur cette courbe, vous voyez, à partir de 2016, on voit tout ce qui est en partie au-dessus du pointillé bleu, le taux de rotation moyen sur des périodes d'équilibre, et on voit tout ce qui est au-dessus, finalement, révèle un marché d'exception, un marché qui n'est pas opportun, qui ne reflète pas la réalité économique et les besoins en logement exprimés des Français. Sur les taux d'intérêt, on va continuer avec les crédits. Ah oui, cette courbe est tout à fait intéressante parce qu'elle montre bien les difficultés qui sont apparues à la fin 2022 et 2023, la friction qui s'est opérée entre les taux d'intérêt, les OAT, notamment le ressourcement des banques pour pouvoir effectivement redistribuer du crédit, et puis le taux d'usure qui était extrêmement contraignant. Donc il y a un point de friction, les courbes se rapprochent et petit à petit elles s'en écartent. Le taux d'usure, sous la pression sur la révision mensuelle du taux d'usure, est revu à la hausse. On donne un petit peu d'oxygène. C'était la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle. Ouais. On donne de l'oxygène, les deux courbes s'écartent, et en même temps, le taux des OAT se stabilise, voire baisse, et qui redonne encore un peu, je dirais, de flexibilité, de possibilité aux banques d'ajuster leur taux à la baisse. Et ce sont, on voit, les taux de crédit immobilier baissent légèrement, et une inflexion à 4%. Alors cette inflexion, aujourd'hui, donne plus de marge de manœuvre, aujourd'hui en 2024, qu'elle ne l'avait en début 2023. Donc selon vous, stabilité des taux d'intérêt pendant peut-être 6 mois, et puis peut-être une légère baisse des taux d'intérêt, ça a commencé légèrement. Voire même la baisse des taux d'intérêt, elle peut engager, les banques là ont un pouvoir, effectivement. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer à 6 mois. La seule perspective, c'est comment évolueront les taux de la BCE, et notamment parce qu'elle entend continuer à maintenir sa lutte contre l'inflation. On a toujours 4,9% d'inflation sur le marché en France en 2023, et la politique de la BCE, elle est mise en suspens. Elle n'a pas renoncé à augmenter les taux d'intérêt. À avoir une nouvelle salve d'augmentation des taux d'intérêt au deuxième ou au troisième trimestre n'est nullement à écarter, compte tenu des perspectives d'inflation qui s'annoncent pour 2024. Oui, ce sont des indicateurs évidemment très importants à suivre. On n'est pas à l'abri, pourquoi pas aussi d'un, on va pas dire d'un retournement, mais pourquoi pas d'une hausse aussi. En matière de prix, l'évolution 2024. Alors 2024, dans tous les cas, on va avoir une correction. Alors, les taux d'intérêt se stabilisent, les volumes de vente vont encore baisser, je dirais descendre à 800 000 ventes. On peut même être en deçà de ce chiffre, on peut être entre 750 000 et 800 000. La baisse de prix, là maintenant, va s'accélérer. Ce qui est précis... Même si l'on a, Loïc Quentin, une baisse de taux, parce que la baisse de taux pourrait ralentir la baisse de prix. Elle ne suffira pas à compenser. Elle ne suffira pas selon vous. Les ménages ont perdu, il y a l'effet taux et l'effet prix. Et l'effet taux a finalement à 25% de capacité d'emprunt en moins, l'effet revenu a joué 10%, il faudra encore 15% de rattrapage. Et ces 15% de rattrapage, il va falloir effectivement par la correction des prix. Et c'est cette correction des prix qui est inéluctable. Mais on a montré en évidence, toute cette conférence de presse, que quand on compare les crises de 92, la crise des subprimes de 2008, et aujourd'hui, on a justement, on a mis en évidence que
les volumes commencent à baisser avant ce que la baisse des prix prenne le relais de la baisse des volumes. Et la baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. L'année 2023 a été l'année de la baisse des volumes. L'année 2024 va être l'année de la baisse des prix et de la vérité des prix. Notre projection est une baisse de 5 à 7% en 2024. Ce n'est pas catastrophique par rapport, je dirais, aux contraintes auxquelles sont exposés les ménages, notamment dans l'éligibilité au crédit. Deuxième volet, la rénovation énergétique, qui est l'un des chantiers du siècle. Où en est-on aujourd'hui sur cette rénovation? Si on devait prendre une photo, en tout cas en ce qui concerne les DPE, les attentes, les travaux que doivent mener les propriétaires bailleurs, pour essayer d'y voir clair. Eh bien, de toute façon, nous, au niveau de la filière de la copropriété, les syndics de copropriété sont engagés au regard de la loi climat résilience sur les objectifs qui sont atteints, et notamment mettre en œuvre des plans pluriannuels de travaux, avoir aussi un DPE collectif, et toute cette stratégie est mise en œuvre. Maintenant, ça va être la temporalité de l'exécution. On l'a toujours dit, et je l'ai toujours dit, que la rénovation énergétique, le planning de la rénovation était intenable. Et surtout parce que, au regard des objectifs assignés par la loi climat résilience, c'est surtout l'indécence qui est programmée au 1er janvier 2025 pour les G et 1er janvier 2028. Mais au-delà de tout ça, insuffisance objective du nombre d'entreprises. C'est ce qu'on a rappelé ce matin, parce que quand on chiffre réellement les 4,8 millions de résidences principales, c'est-à-dire le logement loué et le logement occupé par le propriétaire. Un logement est tout aussi indécent quand il est loué que quand il est occupé par son propriétaire. Ces 4,8 millions, s'il fallait atteindre l'objectif de sortir des classements F et G, ces travaux, c'est 40 000 euros de travaux, c'est 192 milliards d'euros de travaux d'ici 4 ans, c'est 48 milliards d'euros par an, c'est-à-dire c'est 5 milliards d'euros de moins que le chiffre d'affaires total de la filière bâtiment consacrée à l'extension, rénovation, entretien, rénovation. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens techniques de répondre à cette obligation. Et je ne parle pas aussi des entreprises qualifiées RGE, qui, elles, sont au nombre de 61 000 sur les 569 000 entreprises qui réalisent la filière. À savoir que pour avoir notamment les aides et MaPrimeRénov', il faut passer par une entreprise qualifié RGE, reconnu garante de l'environnement. Donc ce nombre est objectif très important, je crois, cette année, 200 000 travaux de rénovation, on va dire global, pour MaPrimeRénov', pour atteindre un objectif de 900 000 en 2030. Oui, mais ces 200 000, aujourd'hui, les plus urgents, ce sont les F et les G. Oui. Les F et G sont contenus, existent dans des immeubles à un patrimoine le plus ancien, dans des immeubles de petite taille, c'est-à-dire des immeubles de moins de 50 lots. Et aujourd'hui, les pluriannuels de travaux ne sont pas encore suffisamment avancés pour pouvoir programmer ces travaux sur les FG. Donc on va arriver, plus l'échéance s'approche, et on va vers un conflit et des oppositions, et notamment, voire même des procédures qui vont être intentées par les propriétaires bailleurs. Un propriétaire bailleur, au 1er janvier 2025, s'il est mis en cause par son locataire, immédiatement se retournera contre le syndicat des copropriétaires. On va avoir des procédures en cascade. Et c'est là qu'est la difficulté. Donc ça peut concerner les baux en cours, et non plus première location et relocation à partir du 1er janvier 2025. C'est une démarche de la FNIM. Je n'ai cessé d'interpeller, j'ai interpellé Patrice Vergrit au congrès FNIM, j'avais interpellé Olivier Klein lors d'une réunion de travail pour rappeler et dire que la loi climat et résilience précise que sont frappés d'indécence les logements loués au 1er janvier 2025. C'est-à-dire un contrat antérieur qui aurait été conclu antérieur au 1er janvier 2025, quand il va passer l'échéance, s'il est G, il est frappé d'indécence. Or aujourd'hui, il n'y a pas un propriétaire sur 3 qui connaît l'étendue de ses obligations et notamment la règle qui sera applicable au 1er janvier 2025. On risque d'avoir des procédures en cascade de remise en cause par les locataires de leurs propriétaires, notamment de fait d'avoir un logement qui leur est loué au 1er janvier 2025 et classé en G. Donc nous, on demande... Vous demandez une précision en tout cas? Oui, une précision. On demande uniquement de modifier la loi et très simplement qu'on frappe d'indécence les logements loués à compter du 1er janvier 2025. Alors je sais, il y a déjà une réponse qui a été faite par le gouvernement, sur le site du gouvernement, qui précise que ce sont sur les baux renouvelés. Non. Le gouvernement n'a pas commenté la loi, c'est un commentaire de droit, et seul le juge judiciaire sera effectivement est en droit de le faire. Donc voilà, nous, notre incertitude est là. Il y a une insécurité juridique qui pèse sur le parc, sur les propriétaires bailleurs, et également, nous, moi, les professionnels que je représente, nous ne voulons pas être actionnés en responsabilité par nos propriétaires, d'être exposés à avoir des logements indécents au 1er janvier 2025.
Très bien. Dernière partie, ce que l'on va voir ensemble, ce sont justement les propositions de la FNAIM en matière de politique du logement et puis plus généralement d'inciter, comment redonner confiance, donner de la visibilité, inciter à investir dans l'immobilier. Les propositions. Alors oui, nous sommes bien évidemment inquiets, je dirais, sur la situation puisque les recettes de l'État sont exsangues. L'État ne peut plus donner. Le quoi qu'il en coûte, à subsister, il n'en coûtera rien. Et voire même on s'orienterait vers il en coûtera de moins en moins. Et pourtant, les ponctions de l'État et du public en général sont très fortes sur l'immobilier. Elles ont été multipliées par 4 en l'espace de 10 ans sur les recettes du logement. Alors sur l'accompagnement des Français avec le logement, moi je réitère la proposition de portabilité et de transférabilité, un dispositif qui est simple, qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux banques, dans la mesure où elles ont escompté et anticipé le résultat. On demande de passer uniquement pendant 2 ans un pacte républicain. Qu'elle se rappelle quand même qu'en 2009, lorsque l'État est venu leur secours, notamment lorsqu'elles avaient effectivement enregistré des pertes financières, l'État a cautionné et leur a mis en place des crédits mis à disposition pour relancer la machine économique. Vous savez, les crises immobilières sont souvent la conséquence de crises financières, mais les crises financières ne sont jamais la conséquence de crises immobilières. Donc voilà, un moment ou un autre, il faut se dire, il faut se rappeler d'où on vient et se dire que peut-être il peut y avoir un geste républicain, au moins un pacte pendant 2 ans, permettre la transférabilité et la portabilité des prêts. Ça ne coûte rien, mais au moins ça permettrait, et d'autant je dirais que les banques vont s'asseoir demain sur un matelas, notamment à l'occasion des travaux de rénovation énergétique, elles vont devoir financer la rénovation. La FNAIM est intervenue en leur faveur pour que le taux d'usure en référence, qui leur soit le plus profitable, c'est le taux d'usure des prêts liés à la consommation. Elle a eu gain de cause, qu'elles s'en rappellent, elles peuvent avoir un geste pour les accédants à la propriété. La deuxième chose, sur le marché, on sommes très inquiets sur le marché locatif. Il y a l'accession à la propriété d'une part, et d'autre part le marché locatif. Parce que quand on ne peut pas acheter, on reste sur le marché, on reste locataire, et ce parc, aujourd'hui, est en souffrance parce qu'on ne renouvelle pas. Et aussi une nouvelle échéance. Au 31 décembre 2024, le Pinel aura pris fin. Dans le neuf, oui. Dans le neuf. Il n'y aura plus cet avantage fiscal dont se nourrit le marché depuis 38 ans. 38 ans qu'on a eu les mêmes dispositifs sous forme de réduction, déduction d'impôts. Et on propose tout simplement un dispositif innovant. Puisque les recettes de l'État sont exsangues, on dit très simplement: investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. C'est-à-dire permettre à un Français qui achète dans le neuf ou dans l'ancien de conserver son bien pendant 10 ans et à l'échelon, après 10 ans après, il a 10 ans de portage et 10 ans d'exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Et porté à 15 ans s'il achète, s'il fait des travaux de rénovation énergétique ou s'il achète dans le neuf. Un bon moyen de donner un complément de retraite et un signe d'incitation à beaucoup de Français, amener une stabilité du parc locatif, permettre de la rénovation énergétique et aussi indifférer des dépenses publiques. Parce que le nerf de la guerre, il est là. Nous n'avons plus rien dans les caisses et on n'attend rien de l'État. Donc permettons de différer un moment un impôt qui serait soumis à des revenus qui sont différés. Voilà, une solution pragmatique et simple qui ne coûte rien, comme la portabilité et la transférabilité. À la FNAIM, on a des idées. Et ça concerne à la fois l'ancien, mais aussi le neuf, sur aussi des logements qui pourraient être vertueux. À la fois le neuf, on fait une bonne action dans tout ce qui est immobilier vert, et puis dans l'ancien, on pourrait aussi permettre de rénover énergétiquement. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir un bonus. Exactement. Exactement. Ouais. Et en même temps, alors une proposition qui est un peu insolente, mais vous savez, ça fait partie aussi de mon rôle de provoquer un petit peu, d'avoir des propositions innovantes. On demande aussi à l'État, puisque les promoteurs n'auront plus cet avantage fiscal, il faut interdire, vous savez, la vente à perte consentie par les promoteurs au profit des bailleurs sociaux. Il faut que l'État reprenne la fonction qui est la sienne, de soutenir le secteur social dans sa totalité et éviter de faire porter notamment cette aide et de vendre à perte aux bailleurs sociaux, perte consentie qui est reportée sur le prix de vente. Comment on peut restaurer de l'accession à la propriété sur le neuf demain et comment on peut vendre de l'investissement locatif quand on sait qu'il y a une déformation du prix de vente et du prix de revient de l'immobilier neuf. Voilà, il faut être simplement, il faut rétablir, je dirais, une notion équitable et une notion d'équilibre dans ce marché. En conclusion, Loïc Quentin, dans quel état d'esprit êtes-vous et peut-être aussi plus largement les professionnels de l'immobilier aujourd'hui? Alors, on est le 16 janvier, on attend là, ce soir déclaration du président de la République Emmanuel Macron, on attend peut-être dans quelques jours la nomination d'un ministre du Logement. Dans quel état d'esprit êtes-vous? L'état d'esprit est tout simple. Je crois qu'on reste optimiste, déterminé,
Le logement a résisté à toutes les crises économiques. On passe à cette crise-là. Moi, ça sera ma 4e. Mais simplement, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'il faut véritablement une vision, une feuille de route de la part du président de la République. On ne peut pas se contenter d'avoir une stratégie qui vise à accompagner le logement, comme on l'a entendu ce matin, il y a encore des sans-abri, on met 120 millions d'euros sur la table. Non, c'est pas cela. Le fondamental, c'est de savoir où on va et d'afficher une prospective. Et ça, c'est le rôle du président de la République, de donner la feuille de route au nouveau ministre du Logement. Un 6e homme pour un 6e poste de ministère ne change à rien tant que les objectifs ne sont pas affichés et tant qu'il n'y a pas des résolutions ou voire même des moyens affichés qui lui sont adossés. Voilà, c'est là la vision. Et je crois que nous, professionnels, nous œuvrerons toujours notamment à soutenir les politiques publiques dans la mesure où elles tiennent effectivement le bon cap. Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.